Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 20 février, soyez les bienvenus sur Monaco Info et voici les titres qui seront développés. Boris Herman, le navigateur du Yacht Club, sera dans quelques instants notre invité. Il participe à l'Ocean Race, une compétition par étape et en équipe. Le Malizia Sea Explorer partira en fin de semaine d'Afrique du Sud, destination le Brésil, pour la 3e des 7 étapes. Autre invité, une allergologue, Michela Mondino, nous donnera plein de conseils pour éviter les allergies de plus en plus précoces suite au réchauffement climatique et de plus en plus nombreuses à cause de la pollution. Et en termes de reportage, nous reviendrons sur la compétition d'aviron de mer qui s'est déroulée ce week-end dans la baie de Monaco, sur la sortie d'une BD, juste parmi les nations d'Yvon Bertorello, consacrée à des personnes qui ont sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, nous irons dans les coulisses du théâtre Princesse Grace avec la pièce qui a obtenu 3 Molières, Berlin, Berlin. Il a créé l'exploit lors du dernier Vendée Globe, le digne représentant du Yacht Club. Boris Herman est actuellement en pleine compétition avec son nouveau bateau. Il participe en équipe et par étape à la 14e édition de l'Ocean Race, partie d'Espagne le 15 janvier. Après une étape au Cap-Vert, le Malizia Sea Explorer est actuellement en Afrique du Sud avant de prendre la mer pour la 3e étape le 26 février. Nous sommes avec Boris Herman. Bonsoir. Bonsoir. Je viens de le dire, vous participez à l'Ocean Race. On est loin du Vendée Globe, ce n'est pas du tout la même compétition. Il y a des étapes et c'est par équipe. Expliquez-nous un peu ce qu'est l'Ocean Race pour les non-initiés. C'est un tour du monde en équipage avec des escales. Donc c'est vraiment complémentaire au Vendée Globe. Le Vendée Globe est sans escale, tout seul. Et pour ça, c'est très différent ici. C'est une compétition avec l'équipe. Donc, le bateau marche à 100% tout le temps et la compétition en mer entre les bateaux, souvent, est beaucoup plus serrée aussi. C'est une course importante pour vous ou c'est plus un entraînement au vu, par exemple, d'un prochain Vendée Globe? Non, pour moi, c'est un énorme défi et c'était un rêve depuis ma jeunesse de participer à cette course fameuse avec une notoriété énorme dans le milieu de la voile. C'est une course très très importante avec 50 ans d'histoire déjà. Cette course existait bien plus tôt avant le Vendée Globe. Donc non, c'est un gros défi. Là, vous partez le 26 février d'Afrique du Sud pour aller au Brésil. Quelle est la particularité ou les complexités de la navigation dans cette partie du monde? Il faut dire, on va vers l'est. Au Brésil, c'est pas du tout logique parce que d'ici au Brésil, ça sert vers l'ouest. Et normalement, avec ce type de bateau, on pourrait aller au Brésil en genre 10 jours. Par contre, nous, on va prendre 40 jours et on va faire le tour de l'Antarctique. Donc, on va partir vers l'est, traverser l'océan Indien, passer loin au sud de Nouvelle-Zélande et Australie, passer le Pacifique, passer le Cap Horn, laisser Cap Horn à bâbord et ensuite monter vers le nord dans l'Atlantique Sud. Ça sera donc la 3e étape sur 7 au total. Vous êtes 4e au classement. Quel est déjà le pré-bilan des 2 premières étapes pour vous? Alors la course est serrée. On n'a que 5 bateaux dans l'épreuve, ce qui veut dire que en étant premier ou 5e, la différence des points, c'est seulement, entre guillemets, 5 points. Ça peut être très serré. Donc la prochaine étape vaut 2 fois les autres étapes. Il y a une porte au milieu vers l'Australie où on accumule déjà des points. Donc là, on a forte espérance qu'on peut se remettre, recatapulter vers l'avant dans le classement. Vous êtes donc sur un nouveau bateau, le Malizia Sea Explorer. Avec lui, vous avez déjà participé à la Route du Rhum. Que pensez-vous de ce bateau-là? Ce bateau fonctionne notamment très bien avec des vagues et du vent fort au portant. Ce sont les conditions prédominantes pendant le Vendée Globe. Pour ça, le bateau a été conçu comme ça. Et on a forte chance de bien marcher avec ce bateau sur la prochaine étape. Un mot du coup sur l'équipage, puisque vous avez quand même l'habitude de voyager seul. Là, c'est en équipage. Vous entendez bien? Comment ça se passe à bord? Il y a 5 personnes à bord. Il y a une femme, Rosaline. Il y a un reporter embarqué à bord, Antoine, un navigateur, Nicolas, et le co-skipper Will Harris, qui était skipper sur la dernière étape. Donc, on a toute notre particularité, notre rôle dans cette équipe. Aujourd'hui, on est très soudés, on travaille bien ensemble et c'est un vrai plaisir. Je le dis pas comme ça pour vous, mais c'est vrai, c'est un vrai plaisir. Pendant le Vendée Globe, je me sentais seul de temps en temps.
c'est un peu le pour et les contre entre les deux courses. Ils sont vraiment complémentaires et le grand plus de ce parcours-là, c'est la joie de naviguer ensemble, d'affronter ce défi ensemble, de partir dans le Grand Sud ensemble. Boris Herman, vous êtes en pleine compétition. Vous êtes parti d'Espagne à Alicante le 15 janvier, suivi du Cap-Vert. Vous partirez d'Afrique du Sud le 26 février pour aller donc au Brésil, puis les États-Unis, le Danemark, les Pays-Bas pour finir à Gênes en Italie. Une course par équipe qui s'achèvera donc en juillet. On suivra bien sûr vos résultats. Merci Boris Herman d'avoir répondu à mes questions. Merci, bonne soirée. Et nous restons en mer, mais beaucoup plus proche de nous à présent. La Société nautique de Monaco a organisé ce week-end la régate du Port Hercule, une compétition d'aviron de mer qui a réuni 200 participants venus de 16 clubs en France et en Italie. L'événement a connu un beau succès grâce à une météo clémente et un plateau de qualité. Reportage de Vanessa Dessy et Lionel Bernardi. Il s'agit du premier rendez-vous de la saison pour les rameurs d'aviron de mer. La 3e édition de la régate du Port Hercule a réuni 200 participants ce week-end. Toute la journée de samedi, la baie de Monaco a rassemblé les meilleurs rameurs de Méditerranée. On avait 16 clubs qui étaient représentés aujourd'hui, donc tout le long de la zone PACA jusqu'à San Remo, nos amis italiens qui sont venus. Et donc voilà, de belles courses sur 6 km et sur 3 km pour les plus jeunes, avec une équipe de bénévoles qui était vraiment formidable, comme toujours. Et donc tout le monde vraiment s'est livré à donner son meilleur, et puis voilà, pour notre plus grand plaisir. Au programme, beaucoup de courses, donc réparties dans 4 compétitions différentes, depuis 10h ce matin jusqu'à 15h30 aujourd'hui. Et donc un format de compétition qui a permis des plus jeunes, des U14, donc moins de 14 ans jusqu'au master, plus de 60 ans, de s'affronter sur des conditions qu'on a eues magnifiques. Mention spéciale pour les juniors qui ont fièrement représenté la Société nautique de Monaco. Les rameurs du club d'aviron de la Principauté figurent sur la plus haute marche du podium. Nous, on arrive premier de notre catégorie, donc on a fait une bonne course. Surtout que moi, ça fait longtemps que je ne suis pas venu, donc ça fait plaisir d'une victoire comme ça. On a la mer, elle est assez plate aujourd'hui, donc ça va, c'était cool. Moi j'ai couru en J18 homme, donc junior, et en 4 aussi, en 4 de couple. On a eu d'autres conditions un peu plus compliquées dernièrement, aujourd'hui c'était vraiment calme. Et moi personnellement j'ai découvert de nouvelles coéquipières et tout, c'était franchement sympa. C'était cool. Pas avoir des sensations comme ça une fois en mer. Franchement, c'était vraiment cool, c'était une bonne surprise aujourd'hui, quoi. Dès le mois de mars, la Société nautique de Monaco donnera rendez-vous à ses rameurs pour de grandes compétitions nationales et internationales. Certains juniors pourraient même prétendre aux qualifications en équipe de France, avec pour objectif les championnats du monde et d'Europe. Et nous suivrons cela de près. Encore une info sport avant de passer à la suite de ce JT. Nous connaissons l'adversaire de la Roca Team en quart de finale de la Coupe de France de basket. Et Monaco sera opposé à Pau les 18 et 19 mars prochains pour un top 8 qui se déroulera à Trélazé en Maine-et-Loire. Les téléspectateurs allergiques au pollen s'en sont peut-être rendus compte, les nez grattes et les yeux piquent alors que nous sommes en février et où les crises d'allergie font leur retour un peu trop tôt. Il faut savoir que l'allergie respiratoire est classée au 4e rang mondial des maladies chroniques par l'Organisation mondiale de la santé et touche 25% de la population dans l'Hexagone. Pour évoquer ce sujet pénible pour certains d'entre nous, nous sommes avec une allergologue qui exerce en Principauté. Michela Mondino, bonsoir. Bonsoir à vous. J'ai lu la semaine dernière que nous étions en alerte rouge en ce qui concerne les risques d'allergie. C'est exact? Expliquez-nous un petit peu ça. C'est vrai que les saisons sont beaucoup plus anticipées chaque année en raison des changements climatiques et on a la possibilité d'avoir chaque semaine un bulletin pollinique grâce à la Réseau national de la surveillance aérobiologique et cette semaine on a une très élevée concentration de cyprès cupressacées dans l'air. C'est pour ça que beaucoup de patientes souffrent d'allergies. Après, il y a eu des journées venteuses et le vent aussi favorise la libération et la dispersion de pollen, surtout des pollens plus petits. À environ le grain de pollen de cyprès sont 30 micromètres. Voilà, et la libération est beaucoup plus facile par rapport à des pollens lourds comme le pollen d'olivier ou d'autres arbres qu'il faut vraiment être bien en contact. Quels sont les symptômes là en règle générale? L'allergie, c'est la réaction de notre système immunitaire quand ils viennent en contact avec l'allergène. Ils libèrent une grande quantité d'anticorps
et ça nous donne une inflammation très grande qui provoque des symptômes très précis. Normalement, les réactions plus communes sont la rhinite allergique, que si le nez est touché et caractérisé par un écoulement très important, des crises d'éternuement, des désmangésions surtout du nez et la perte de l'odorat aussi quand on ne traite pas trop bien l'inflammation. Après, si sont touchés les yeux, on a des yeux avec une inflammation et une rougeur intense, un édème sont peut-être très gonfles et beaucoup de larmes. Et en règle générale, qu'est-ce qui donne des allergies? Quels sont les arbres ou les plantes à risque sur la période en principe du printemps et même un peu maintenant, vous avez parlé du cyprès, quels sont les arbres à risque? Les arbres à risque sont chez nous, dans les Alpes-Maritimes, surtout les arbres, le pollen du cyprès, de l'olivier. Après, il y a les pollens des graminées qui sont plus que 800 spécialités différentes des herbes sauvages qui sont à la campagne, surtout, un petit peu moins côté mer, mais qui sont aussi présentes à partir du mois d'avril jusqu'à l'automne. Et que faut-il faire? Je fais une crise d'allergie, je vais à la pharmacie, je vais voir mon médecin, qu'est-ce que je dois faire? La meilleure solution, oui, peut-être d'aller chez son médecin traitant, mais chez un allergologue, parce que c'est important aussi de poser un diagnostic pour comprendre lequel est l'allergène en question et pour pouvoir aussi faire une médecine de précision, ça veut dire une immunothérapie, qui peut vraiment changer la qualité de vie des patients allergiques. Les traitements sont plutôt symptomatiques. Au début, les antihistaminiques, le collyre, le spray pour le nez, bien sûr pour épaiser, pour être mieux au niveau des symptômes qui sont quelquefois très critiques. Mais après, il faut bien évaluer la possibilité aussi de désensibiliser notre patient. Sinon, la tendance de l'allergie, c'est de devenir même de s'empirer et peut descendre vers les bronches et devenir aussi de l'asthme. Au fil du temps, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes allergiques. C'est une idée reçue ou c'est vrai? La pollution favorise aussi l'allergénicité du pollen et fragilise aussi notre voie respiratoire. Et pour finir, quels sont vos conseils pour passer cette période de février-mars et puis le printemps de façon générale? Quels sont vos conseils? Rester chez soi, sortir et porter un masque quand on est allergique, quels sont vos conseils? Il faut avoir un traitement de fond avec l'antihistaminique quand on est vraiment dedans à la saison et sortir, oui, avec des protections, des lunettes de soleil, un masque si c'est possible et éviter les journées venteuses et préférer là aussi le soir pour aérer la chambre pour éviter que le pollen rentre dedans à notre maison. Et nettoyer aussi les cheveux, voilà, et essayer de vivre le plus normal possible, mais avec des attentions. Michela Mondino, merci pour tous ces conseils. Merci à vous. Passons à un autre sujet. Après sa bande dessinée sur Sainte-Dévote, publiée il y a un an, Yvon Bertorello revient avec Juste parmi les nations, une bande dessinée qui retrace le parcours des justes, autrement dit, des personnes non juives qui ont aidé en hébergeant ou en cachant des juifs pendant l'occupation dans les Alpes-Maritimes. Émilie Flamin et Jean-Alexandre Dordet ont rencontré son auteur. 132 noms de personnes qui ont sauvé des juifs pendant l'occupation, gravés dans la roche, et une bande dessinée pour leur rendre hommage. Quand on a imaginé cette bande dessinée, on s'est dit évidemment le problème c'est qu'on ne peut pas tout mettre. Il a fallu faire un choix, donc on a essayé de choisir des portraits assez éclectiques. Il y a des gens du clergé, il y a des laïcs, il y a des pasteurs. À travers des histoires et des portraits, ce livre retrace le parcours de vie de plusieurs justes des Alpes-Maritimes, dans un devoir de mémoire. Il faut que cette BD puisse aider les enfants, les collégiens et les lycéens dans leur obligation de mémoire. Je trouve que c'est une
obligation de connaître notre histoire récente parce qu'il y a tellement d'amalgames aujourd'hui, il y a une recrudescence du racisme et en particulier de l'antisémitisme, c'est un fait historique. Après 70 ans, il y a un retour même terrible de l'antisémitisme et je pense que cette BD peut contribuer à ce devoir de mémoire très fort. Une bande dessinée qui a été le fruit de 2 ans de travail documenté avec l'Institut Yad Vashem. Son responsable, Daniel Vancier, a lui-même reçu de l'aide de Juste pendant l'occupation, un hommage encore plus important pour lui. Si je suis là, si je suis vivant, si j'ai des enfants, des petits-enfants, c'est grâce à des personnes qui ont eu ce courage de braver les interdits. Le premier tome de la série sera disponible le 8 mars en librairie. Une séance de dédicace aura lieu le 7 mars à la papeterie de l'Alphabet à Monaco. Le rendez-vous est pris. Le Théâtre Princesse Grace poursuit sa saison et a accueilli une représentation de renom. À Molière de la Comédie 2022, la pièce Berlin, Berlin a été jouée sur la scène monégasque. De l'installation à la représentation, en passant par l'arrivée des comédiens et du public, Anaïs Rioux vous en montre les coulisses et c'est votre Focus Info. Lieu emblématique de l'art et de la culture en principauté, le Théâtre Princesse Grace est aujourd'hui une scène reconnue et estimée qui accueille chaque année de nombreuses représentations. Légère ou sérieuse, humoristique ou mélancolique, absurde ou réaliste, chaque pièce est unique et nécessite une préparation millimétrée bien en amont. Aujourd'hui, ce sont les décors de Berlin, Berlin, la nouvelle comédie de Patrick Hautecoeur et Gérald de Cibléras, élu Molière de la Comédie 2022, qui prennent place sur la scène monégasque. Un défi pour les régisseurs et scénographes qui doivent cette fois-ci adapter un décor plus conséquent que la scène en elle-même, et ce, avant l'arrivée des comédiens. On a un décor qui était un petit peu trop grand pour la salle, enfin pour la scène. Donc on a regardé un petit peu comment on allait un petit peu redistribuer les situations par rapport à la taille. Par exemple, il y a un comédien qui doit sauter d'une fenêtre. Là, il y a un matelas. Là, ils peuvent pas le mettre, le matelas, donc ça va être un petit peu compliqué. Donc il va pas sauter, quoi. Enfin, on va le faire différemment. Voilà. Et puis il y a des entrées, des passages qui se font derrière. Là, on n'a pas de profondeur, donc on va les faire aussi différemment. Voilà. Là, on est à 2 heures de jouer, on vient de découvrir, mais ça va parce que la pièce, on l'a jouée. Je crois qu'on est à la 300e. Donc voilà, on a des automatismes qui font qu'on arrive à gérer tout ça. Et puis même pour la tournée, on en est à la 20e à peu près, donc ça ne nous pose pas de problème. Après vérification de la scénographie et les quelques dernières répétitions, la troupe se réunit en loge pour décompresser et se préparer avant le traditionnel coup de sifflet. À moins de 2 heures de la représentation, chaque comédien a son propre petit rituel bien à lui. On peut aussi trouver la concentration justement sans la chercher à tout prix. C'est-à-dire il faut que je m'isole. Je trouve que cette troupe est très joyeuse déjà. Et moi j'aime beaucoup être avec eux. Et c'est plutôt, j'aime bien par contre, j'aime bien aller un petit peu sur le plateau juste 2 minutes avant d'entrer en scène. Et là j'aime bien être là. Par contre je suis vraiment dans ma bulle. La salle est super agréable. Donc voilà, ça fait plaisir de venir au soleil aussi un petit peu. Pour Maxime Daboville, rôle principal de la pièce et Molière du Comédien 2022, la concentration passe par la déconnexion en lisant un livre qu'il retrouve à chaque représentation dans la bibliothèque du décor, mais aussi en faisant la sieste dans sa loge. Le secret d'un acteur quand même sur scène, c'est la détente. C'est d'être dans l'instant et dans une forme de détente. Voilà. Mais ça passe par le repos, il faut être très reposé. Enfin, moi par exemple, je fais toujours la sieste avant de jouer. Je dors toujours 20 minutes. Voilà. Parce que ça va participer à ma préparation pour être pleinement là, avec toutes mes ressources. Voilà, ça passe par une sieste. Et cette proximité avec les comédiens, c'est l'une des caractéristiques principales du lieu qui fidélise le public monégasque, mais également français depuis de nombreuses années pour certains. Ce soir, la programmation du théâtre conquit une fois de plus le cœur des spectateurs, particulièrement admirable du texte et de la mise en scène. Franchement, on a rigolé du début à la fin, puis le thème était original. Les décors étaient très bien faits, avec 2 décors vraiment très, très bien montés. Donc c'était, on s'y croyait quoi, dans la Stasi, franchement, c'était incroyable. On était vraiment dedans. La scénographie était géniale, les costumes, les décors, et puis vraiment le texte est poignant, quoi. On s'y croit et on a envie de la revoir. La mise en scène, tout est bien, je veux dire, c'est pièces à tiroir, tout ça, ça repart. Ça rappelle vraiment les bonnes pièces qu'il y avait il y a quelques temps, quoi. Parce que les monologues, c'est bien, mais c'est un monologue. Là, au moins, il y a du monde sur scène, ça fait plaisir, quoi.
Parmi la trentaine de représentations au programme de cette nouvelle saison, la projection théâtre et cinéma du film Falstaff d'Orson Welles est le prochain rendez-vous à ne pas manquer le 28 février prochain. Falstaff dont nous vous parlerons mercredi dans ce journal avec Vincent Vatricon. Quel temps fera-t-il demain? Voici la météo avec Frédéric Hélion. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Fabien, le ciel sera bien chargé encore une fois mardi avec un temps couvert le matin. Quelques éclaircies sont attendues dans l'après-midi. Côté thermomètre, les températures seront comprises entre 9 et 13 degrés. Mardi 21 février, ce sera la Saint-Pierre-d'Amiens. Merci Frédéric. Les photos de fin de journal sont consacrées aux coulisses de la pièce Berlin-Berlin dont nous vous avons parlé précédemment dans un long reportage. Ce sont des photos prises par Frédéric Nébinger. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Quant à nous, on se retrouve mardi à 19h. En attendant, portez-vous bien.